Le silence se fit dans la grande salle du Conseil galactique lorsque l'ambassadeur Kryn s'avança. Son corps était recouvert d'une armure sombre qui cliquetait et se déplaçait à chacun de ses mouvements. Les avant-bras croisés sur la poitrine, il parla d'une voix rauque et grinçante, comme le frottement de pierres contre d'autres. L'union de Kelrad a 30 cycles pour capituler. Il annonça « Alors nous les prendrons par la force. Ceci n'est pas une négociation, c'est un avertissement. » L'ambassadrice Tessa Van de Kelrad se leva, le poil hérissé. Elle paraissait petite comparée à la plupart des autres espèces présentes. Son peuple était composé d'érudits et d'artistes, non de guerriers. Tout le monde le savait. « Les Kelrad n'ont rien fait pour menacer le royaume, dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Pourquoi réclamez-vous nos mondes ?» L'ambassadrice du cercle claqua des mâchoires, sa voix tremblante. « Pourquoi réclamez-vous nos mondes ?» L'ambassadrice Kryn esquissa un sourire. « Parce que nous le pouvons, parce que vous êtes faibles, parce que vos mondes se trouvent dans l'espace que nous convoitons. Avez-vous besoin d'autres raisons ?» Tessa balaya la pièce du regard, observant les 40 autres espèces représentées. Forcément, quelqu'un prendrait la parole. Forcément, quelqu'un les défendrait. Mais un à un, les autres ambassadeurs détournèrent le regard. Certains consultaient leurs tablettes, d'autres chuchotaient à leurs assistants. Personne ne la regarda. Le président du conseil, une créature gigantesque flottant dans un réservoir de liquide, prit enfin la parole. Le conseil ne peut intervenir dans les conflits territoriaux entre États membres. Si les Kryn veulent s'étendre et que les Kelrad ne peuvent se défendre, telle est la loi de l'univers. Mais ils menacent des millions de personnes, s'écria Tessa, la voix brisée. Alors peut-être devriez-vous vous rendre, dit le président d'un ton froid. Le Conseil attache une grande importance à la stabilité. Une guerre serait néfaste pour tous. Tessa resta là, tremblante. Son peuple avait vécu en paix pendant des millénaires. Ils avaient offert leur art et leur savoir, et maintenant qu'ils avaient besoin d'aide, tous se retournaient maintenant contre eux. Tous, sauf un nain. Elle était restée silencieuse durant toute la séance. Mais à présent, tous les regards étaient tournés vers Sozel. « Et que fera l'humanité ?» demanda l'ambassadeur Kryn d'un ton moqueur. « La nouvelle génération du Conseil tentera-t-elle de menacer le Dominion ?» Chen sourit, mais son sourire ne se reflétait pas dans ses yeux. « Aucune menace, ambassadeur. Juste une question. Combien de monde le Dominion Kryn contrôle-t-il ? Plus de 200, répondit-il fièrement. Plus que n'importe quel autre empire de ce secteur. Impressionnant, dit Chen. Et combien de ces mondes avez-vous conquis ? La plupart. Les Kryn prennent ce qu'ils veulent. C'est notre façon de faire. Je vois, dit Chen d'une voix douce. Merci pour ces précisions. Elle se rassit et ne dit plus rien. La séance prit fin peu après. L'ambassadeur du cercle partit, satisfait de lui-même. Les autres espèces s'enfuirent rapidement, évitant la délégation de Kelrad. Personne ne voulait être associé au camp des perdants. Tressa traversa alors seule les jardins du conseil. Le ciel artificiel au-dessus d'elle projetait des étoiles provenant de 100 mondes différents. Elle l'avait toujours aimé, mais à présent, il ne faisait que lui rappeler que son peuple était seul dans l'univers. Elle trouvait déjà cela magnifique. Maintenant, cela lui rappelait simplement que son peuple était seul dans l'univers. Ambassadrice Tessa. Elle se retourna et vit l'ambassadrice Chen s'approcher. La femme humaine marchait lentement, les mains jointes derrière le dos. Ambassadrice Chen, dit Tessa en s'essuyant les yeux. Vous n'avez rien à dire. Je comprends. L'humanité est encore nouvelle au sein du Conseil. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous faire des ennemis parmi les Kryn. Je ne vous en veux pas. Chen s'arrêta à quelques mètres. Tu te souviens quand l'humanité a rejoint le Conseil il y a 50 ans ? Tessa acquiesça. Bien sûr, c'est mon prédécesseur qui a parrainé ta candidature. Oui, et te souviens-tu de la suite ? Tessa s'en souvenait. Vous nous avez aidés quand nous étions faibles et seuls.
dit Chen d'une voix douce. Vous n'avez rien demandé en retour. Vous nous avez témoigné de la bonté alors que tout nous considérait comme des proies faciles. C'était la bonne chose à faire, dit Tessa. Oui, c'est ça. Chen s'approcha. Les Kryn ont déjà commencé à bombarder vos colonies extérieures, de toute façon. Thrace laissa tomber ses épaules. 3 colonies. Ils ont dit que c'était la preuve de leur détermination. Plus d'1 million de morts lors des premières attaques. Le visage de Shai se durcit. Ses yeux, encore amicaux quelques instants auparavant, devinrent glacials. « Vous nous avez aidés quand nous étions seuls, dit-elle. Nous ne vous laisserons pas entrer maintenant. » « Non, répondit Tessa rapidement. Vous ne pouvez pas combattre les Kryn. Ils possèdent l'armée la plus puissante de la galaxie. L'humanité ne dispose que de 8 sifflets de défense. Vous seriez anéantis. Je suis venu vous dire au revoir, ambassadrice, pour vous remercier de votre amitié. Mais je ne te laisserai pas mourir pour nous. Jen sourit de nouveau, et cette fois, son sourire était terrifiant. Laisse-moi te dire quelque chose sur les gens, mon vieil ami, sur ce que nous faisons de celui qui s'en prend à notre meute. Ta meute? C'est un concept humain. Dans notre histoire, les gens vivaient en petits groupes appelés meutes. Ils prenaient soin les uns des autres, se protégeaient mutuellement, et si quoi que ce soit menaçait la meute, chaque membre se battait jusqu'à la mort. Chestem s'adoucit. Les Kelrad sont notre meute, Tessa, et quelqu'un vient d'entendre notre meute. Tessa. Il y a une raison pour laquelle nous avons rangé certaines armes après notre dernière guerre sur Terre. Il y a une raison pour laquelle nous avons rejoint le Conseil et fait tant d'efforts pour être amicaux. Quelle raison? Jen leva les yeux vers les étoiles artificielles. Parce que nous savons de quoi nous sommes capables. Nous avons vu ce qui arrive quand les peuples font la guerre. Nous l'avons vécu. Et nous nous sommes promis de ne plus jamais recommencer, sauf en cas d'absolue nécessité. Elle se tourna vers Tessa. « Mais tu nous as aidés. Tu as été gentille avec nous. Tu es notre ami, et nous réduirons la galaxie en cendres avant de laisser qui que ce soit parmi nos amis être blessé. » Elle salua l'émetteur avec respect. Ici, l'ambassadrice Chen. Code d'autorisation, Alpha Prime 7. Envoyez le message suivant sur Terre. Commandement Mars et Lune. Demande d'assistance. Engagement total autorisé. Les règles d'engagement sont levées. Réveillez tout. Réponse vocale de l'appareil. Confirmé. Ambassadeur, pouvons-nous commencer? Rappel. Oui, tous les véhicules humains doivent immédiatement retourner dans leur système d'origine. Tout le personnel diplomatique doit être évacué vers des lieux sûrs. Protocole Cerberus activé. Protocole Cerberus confirmé. Que Dieu nous vienne en aide. Chen raccrocha et regarda Tessa. Nous devons évacuer votre population. Chaque citoyen, chaque enfant. Communiquez-nous la localisation de vos centres urbains. Les vaisseaux humains arriveront au prochain cycle, qui débutera par l'extraction. Et votre armée? Demanda Teresa. Ils arrivent, mais ils doivent d'abord se préparer. Jen reprit le chemin du bâtiment du Conseil. La galaxie n'a jamais vu l'humanité en guerre. Teresa, ils ont vu notre flotte de défense et nos exercices. Ils ont vu nos forces de sécurité. Mais ils n'ont jamais vu ce que nous avons construit en secret. Ce que nous avons caché parce que cela nous effrayait. Et vous, qu'avez-vous construit? Jen s'arrêta et se retourna. Sous la lumière artificielle des étoiles, son expression était à la fois triste et déterminée. Nous aurions tout ce dont nous avions besoin pour ne plus jamais être impuissants. Les Kryn se croient l'armée la plus puissante de la galaxie. Ils sont sur le point de découvrir qu'ils se sont trompés. Les vaisseaux humains ont commencé à sillonner la galaxie. Ils ont abandonné leurs stations, leurs routes de patrouille, leurs missions diplomatiques. Chaque vaisseau, du plus petit porte-vaisseau au plus grand, s'est dirigé vers l'espace humain. Les autres espèces observaient la scène avec soulagement. Comme prévu, les gens se précipitèrent mais au plus profond des océans terrestres, des installations dissimulées sous la glace d'Europe, dans de vastes complexes creusés dans la croûte lunaire. Les lumières s'allumèrent pour y pénétrer.
Des portes scellées depuis 50 ans commencèrent à s'ouvrir, et des choses que l'humanité avait juré de ne plus jamais utiliser reprenaient lentement vie. Le Dominium célébra sa victoire cette nuit-là. Ils avaient vaincu le Conseil et triomphé. Kelrad serait à eux d'ici un mois, et le peuple avait fait preuve de lâcheté en fuyant. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se produire. Le Dominium Kryn réagit promptement à la réunion du Conseil. Leurs sifflets s'activèrent dans les systèmes de communication et lancèrent des attaques systématiques. 3 autres colonies tombèrent durant la première semaine. Les Kryn projetèrent des images de destruction à travers la galaxie pour dissuader quiconque de s'opposer à eux. Le Conseil galactique resta passif. Il exprima son inquiétude et appela à une solution pacifique, mais personne ne leur apporta de secours. Les Kelrad s'éteignaient sous le regard de la galaxie entière. Mais les habitants ne restaient pas les bras croisés. Ils passèrent à l'action. D'immenses vaisseaux coloniaux apparurent dans l'espace de Kelrad. Non pas des vaisseaux de guerre, mais des vaisseaux civils, des cargos, des vaisseaux médicaux, des vaisseaux de transport. Ils arrivèrent par centaines et pénétrèrent dans les systèmes contestés. Tandis que les vaisseaux de guerre Kryn patrouillant aux alentours de la planète natale de Kelrad, Tessa observait avec stupéfaction les vaisseaux humains atterrir de ville en ville. En traversant le principal spatioport de la capitale, elle vit quelque chose d'inattendu. Partout, des volontaires humains aidaient les familles Kelrad à embarquer. Ils portaient les enfants trop effrayés pour marcher. Ils aidaient donc en haut les Kelrad plus âgés à gravir les pentes. Ils parlaient à voix basse et tentaient de calmer ceux qui avaient quitté leur foyer pour toujours. Une jeune femme humaine, à peine adulte, s'agenouilla près d'un enfant Kelrad en pleurs. « Tout va bien ?» dit-elle doucement. « Nous allons dans un endroit sûr. Tu dois aimer la terre. Nous avons de grandes forêts là-bas, et tu peux passer toute la journée à grimper aux arbres si tu veux. » L'enfant renifla. « Mes parents seront-ils là? Ils sont déjà sur le bateau, ils vous attendent. Venez, je vous y emmène. » La jeune femme prit l'enfant dans ses bras et la porta jusqu'au quai d'embarquement en fredonnant une douce chanson. Tessa sentit les larmes lui monter aux yeux. Ces gens étaient si doux, si attentionnés. Comment pouvait-il s'agir des mêmes personnes qui, selon l'ambassadeur Chen, partiraient à la guerre? Un homme en uniforme sombre la fit descendre. Il paraissait plus âgé, le visage marqué de cicatrices et les cheveux grisonnants. « Ambassadrice Tessa, je suis le colonel Martinez des forces de défense terrestre. Je dois vous parler du calendrier d'évacuation. » Ils se dirigèrent vers un coin tranquille du spatioport. Martinez sortit un écran holographique qui montrait les mondes de l'Union Kelrad. « Nous avons évacué 12 colonies jusqu'à présent, dit-il. 2 millions de personnes sont en sécurité dans l'espace habité. Mais les Kryn intensifient leurs attaques. Nous estimons qu'il vous reste une vingtaine de cycles avant qu'ils n'atteignent vos planètes centrales. Et votre armée ?» demanda Tessa. « Quand vos vaisseaux de guerre arriveront-ils ?» L'expression de Martinez demeura impassible. « Il se prépare à être ambassadeur. Mais je veux que vous ayez confiance. Nous savons ce que nous faisons. Pour l'instant, notre mission est d'évacuer votre peuple. Mais les Kryn s'empareront simplement de nos planètes désertes. Laissez-les tranquilles. » Martinez ferma l'exposition. « Les mondes peuvent être reconquis. On ne peut pas ressusciter les morts. Nous avons appris à nos dépens que Lee, sur Terre, a vécu cette expérience. » Pendant les 10 cycles suivants, les vaisseaux des citoyens humains ont travaillé sans relâche. Elle évacua tous les citoyens de Kelrad qu'elle put atteindre, et souvent seuls quelques-uns arrivèrent à temps pour les flottes Kryn. Les Kryn n'intervinrent guère. Ils trouvaient amusant que l'on fasse le travail à leur place et que l'on anéantisse la population avant que le Dominion ne prenne le contrôle des planètes. Mais d'autres espèces au sein du Conseil remarquèrent quelque chose d'étrange. La production industrielle humaine avait connu une augmentation spectaculaire. Les mesures énergétiques de la Terre et du système avaient progressé de 400%. Les chantiers navals tournaient à plein régime et d'énormes quantités de matières premières étaient acheminées vers des lieux secrets. L'agent de renseignement Vex van der Raad étudiait les rapports dans son bureau au commissariat.
C'était un John, une espèce réputée pour son esprit analytique, et quelque chose dans l'activité humaine le troublait. « Il ne fuit pas », murmura-t-il. « Il se prépare. » Il consulta les informations complètes sur les vaisseaux. Les vaisseaux de guerre habités n'avaient pas fui. Ils étaient retournés dans l'espace humain, certes, mais ils ne se cachaient pas. Ils étaient amarrés à des stations et avaient été rénovés et modernisés. Leurs équipages étaient en permission, mais pas au repos. Ils s'entraînaient sans relâche. Vex ouvrit un autre dossier, classé top secret. Un cri avait retenti 3 cycles auparavant. Un espion avait infiltré une installation sur Mars. Le dernier rapport était inquiétant. La partie écrite était brève. L'installation abrite des chambres de modification biologique. Des volontaires se portent accrédités pour l'amélioration génétique. Force augmentée de 300%. Densité neuronale doublée. Temps de réponse neuronale divisé par 2. Tolérance à la douleur. Le rapport s'arrêtait là. Mais un fichier vidéo était joint. Vex l'avait visionné une fois. Une fois avait suffi. La vidéo montrait une soldate humaine ayant subi les modifications. Elle faisait la démonstration de ses capacités devant des observateurs. Elle soulevait des poids impossibles à soulever pour une créature de sa taille. Elle se déplaçait à une vitesse qui semblait anormale. Puis, pour prouver sa résistance à la douleur, elle se fit casser le bras par un technicien. Beck se souvenait encore du bruit de l'os qui se brisait. Mais ce qui l'avait le plus marqué, c'était que la soldate n'avait pas crié. Elle s'était contentée de se casser le bras, avait l'air épuisé, avait hoché la tête et avait demandé à l'équipe médicale de le remettre en place pour qu'elle puisse poursuivre la démonstration. La dernière transmission de l'espion Kryn était simple. Ils le font d'eux-mêmes, volontairement. Oui, quel genre de créature fait ça? On retrouva l'espion dans ses quartiers, se balançant d'avant en arrière, marmonnant sans cesse la même chose. Les Kryn l'avaient éliminé, mais son esprit était brisé. Il ne cessait de parler du peuple, de ce qu'ils construisaient, de ce qu'ils aspiraient à devenir. Vex referma le dossier et contempla les étoiles par la fenêtre. Les Kryn n'ont aucune idée de ce dans quoi ils se sont embarqués, murmura-t-il. Je n'en ai aucune idée, murmura-t-il. 15 cycles après la réunion du Conseil, une petite flotte de guerre de 300 vaisseaux pénétra dans le système Kelrad de Terra. C'était l'un des derniers mondes Kelrad habités, avec ses 15 millions d'habitants. Les Kryn l'ont pris d'assaut. Ils l'ont attaqué, alors qu'il était défendu par un unique vaisseau humain. L'UES Indomitable, un petit destroyer destiné aux vaisseaux capitaux, était seul en orbite autour de Terra, face à 300 vaisseaux de guerre Kryns. Le commandant de la flotte Kryn, l'amiral Zurax, n'en croyait pas ses yeux. Il a percuté un vaisseau ennemi. On envoie un seul vaisseau pour défendre le monde entier. Connectez les capteurs, amiral. C'est un destroyer de classe Dakota. Équipage, 200 hommes, blindage standard. Zarex claqua des dents, amusé. Ce sera réglé dans quelques minutes. Ouvrez un canal. La capitaine du vaisseau humain apparut à l'écran. C'était une femme à la peau sombre et au calme imperturbable. Elle portait un simple uniforme gris. Derrière elle, le pont de l'Indomptable paraissait propre et silencieux. Son équipage était à son poste, comme pour une patrouille de routine. « Je suis l'amiral Xerax du Dominion Kryn », annonça-t-il. « Vous êtes en infériorité numérique de 300 contre 1. Repliez-vous immédiatement ou vous serez anéanti. » La capitaine humaine inclina légèrement la tête. « Ici le capitaine Sarah Okonkwo, du vaisseau terrien unifié Indomitable. Ce monde est sous protection humaine. Vous devez partir. » Serax éclata de rire. Le son résonna fort dans l'interprète. « Vous êtes sérieux? Croyez-vous qu'un seul destroyer puisse arrêter ma flotte? Je pense que vous devriez partir, » répéta Okonkwo. Sa voix resta inchangée, calme, professionnelle, comme si elle lisait un manuel. « Écoutez,
Je vous donne une chance de vous enfuir. Mes capteurs indiquent que votre vaisseau est à pleine vitesse. Passez en hyperespace et vous serez en vie. Non, alors vous êtes batté fou. Les Seracs ont ouvert le canal. Tous les vaisseaux avancent. Visez ce destroyer. Montrons à la galaxie ce qui arrive à l'arrogance humaine. La flotte Crimflotte s'avança. 300 vaisseaux de guerre contre un seul. Sur la passerelle de l'Indomitable, la capitaine les observa, entre guillemets, tandis qu'ils approchaient. Son équipage garda le silence. Ce n'était pas nécessaire. Ils savaient tous ce qui allait se passer. « Armes !» dit doucement Okonkwo. « Vous pouvez faire feu quand vous serez prêt. »« Madame !» répondit l'officier d'armement. « Nous ne pouvons pas gagner ce combat. »« Je le sais. Alors pourquoi ?»« Parce qu'ils doivent savoir que nous sommes là. Parce que nous avons reçu l'ordre de défendre cette ligne. Parce qu'il y a 15 millions de Kelrad sur cette planète en contrebas et que nous leur avons promis qu'ils seraient en sécurité. » Omquo esquissa un sourire. « D'ailleurs, nous ne cherchons pas à gagner. Nous essayons simplement de les forcer à s'engager. » La flotte Kryn ouvrit le feu. Des faisceaux d'énergie et des missiles emplirent tout l'espace autour de l'Indomptable. Les boucliers des destroyers se levèrent, et tinrent bon, mais de justesse. Les tirs de riposte du vaisseau humain furent précis et disciplinés. 2 croiseurs encerclant l'ennemi en profitèrent. Un troisième perdit de la puissance et dériva, mais ils étaient trop nombreux. L'Indomptable trembla lorsque ses boucliers cédèrent. Des trous apparurent de toutes parts. Le système de survie tomba en panne sur 3 ponts. Le vaisseau était condamné. Le capitaine Okonkwo se leva de son siège. Tout le monde sur le pont, ici le capitaine. Navire abandonné, je répète, vaisseau abandonné. Les capsules de sauvetage seront lancées dans 30 secondes. Capitaine, la flotte. J'ai dit, abandonnez le vaisseau. Voilà un ordre. Elle se tourna vers son officier de transmission. Envoyez une dernière transmission, puissance maximale, toutes les fréquences. Oui, madame. Prête quand vous êtes prête? Okonkwo respira profondément. Puis elle parla clairement dans le bol. Menace confirmée. Règles d'engagement suspendues. Code d'autorisation. Souvenez-vous de la Terre. Tous sifflèrent. Armes dégainées. Ils marquèrent une pause, puis demandèrent à voix basse. Dites-leur que nous avons tenu bon. Les capsules de sauvetage furent lancées et dispersées dans l'espace. Les Warblers s'occupèrent d'eux et se concentrèrent sur le destroyer agonisant. L'amiral Zurax observa avec satisfaction le vaisseau humain brûlé. Mais alors se produisit un événement dont on se souviendrait pendant 1000 ans. L'Indomptable n'explosa pas. Au lieu de cela, ses moteurs rugirent à pleine puissance. Le destroyer endommagé vira et accéléra droit sur le vaisseau amiral du cercle. « Plus vite, il nous dépasse !» cria quelqu'un sur le pont Kryn. Zurax tenta de manœuvrer son vaisseau, mais il était trop tard. L'Indomptable, incendié et brisé, il s'écrasa sur le poste de commandement du vaisseau amiral, à une fraction de la vitesse de la lumière. L'explosion illumina tout le système. Le vaisseau amiral Kryn cessa tout simplement d'exister. 3 croiseurs à proximité furent touchés et détruits par l'explosion. Des débris s'abattirent sur la flotte. Dans ce moment de choc et de confusion, un autre événement se produisit. Dans toute la galaxie, dans une douzaine de systèmes, des flottilles humaines sont apparues. Pas une petite force de défense. La guerre a commencé simultanément dans 12 systèmes. Des flottes humaines surgirent de l'hyperespace avec une coordination parfaite et attaquèrent les positions des CR sur toute la ligne de front. La galaxie, sous le choc, vit l'espèce que tous croyaient pacifique se transformer soudainement en quelque chose de complètement différent. Dans le système Terra, où le capitaine Okonkwo avait péri, la flotte Kryn survivante tentait encore de se remettre de la dernière attaque des tables indomies lorsque 3 groupes de porte-avions humains arrivèrent. 15 vaisseaux capitaux, 40 croiseurs et plus d'une centaine de vaisseaux plus petits. Le commandant Kryn par intérim donna immédiatement le signal de reddition. Il avait vu ce qu'un seul vaisseau humain était prêt à faire. Il ne voulait pas affronter une flotte entière.
La réaction humaine fut brève. Refusé. Vous avez tiré sur notre vaisseau, vous allez le payer. Ce qui suivit n'était pas un combat, mais une exécution. Des guerriers humains déferlèrent sur la flotte de Crimée tels des insectes enragés. Leurs mouvements, d'une précision inédite pour la Crimée, se coordonnaient avec une habileté qui semblait impossible. Lorsque les systèmes de défense antimissiles Kryn détruisaient nantaient les chasseurs humains, les pilotes s'éjectaient au dernier moment et leurs appareils poursuivaient leurs programmes automatisés, percutant les vaisseaux Kryn. Les destroyers humains opéraient en meute, ciblant des systèmes spécifiques des croiseurs Kryn. Leur objectif n'était pas la destruction immédiate des vaisseaux. Ils coupaient tôt les moteurs et les armes et encerclaient les vaisseaux, dérivant sans défense dans l'espace. Puis des marines humains les abordaient. C'est alors que le cercle apprit quelque chose d'Amstaniagen. Les passagers des vaisseaux d'évacuation civile étaient doux et bienveillants. Ces êtres étaient différents, plus grands, plus forts, plus rapides. Leurs armures noires et lourdes leur donnaient une apparence plus mécanique que vivante. Ils se déplaçaient sur les navires avec une rapidité fulgurante. Un guerrier du cercle était considéré comme l'un des meilleurs combattants de l'univers. Leur puissance de feu naturelle, leurs avant-bras et leur instinct agressif les rendaient redoutables au corps à corps. Mais les marines humains les tailladèrent en pièces comme s'ils n'étaient en rien. Sur le circuit du croiseur Vengeance, le commandant Frax rassembla ses guerriers pour un ultime combat. 50 soldats du cercle, lourdement armés, défendaient le cœur du vaisseau contre un équipage de seulement 8 marines humains. Le combat dura 4 minutes. Frax ne dut sa survie qu'à sa chute parmi les corps de ses soldats au début de la bataille. Il resta allongé là, feignant la mort, à l'écoute des bruits au-dessus de lui. Les hommes ne parlaient pas. Ils se déplaçaient simplement avec efficacité d'une cible à l'autre, leurs armes tirant avec une précision mécanique. Lorsque les tirs cessèrent, Trax entendit quelque chose qui le glaça d'effroi. L'un d'eux fredonna, un son doux et monotone, comme si c'était une journée de travail ordinaire. Plus tard, lorsqu'il fut retrouvé et capturé par des forces humaines, Trax posa une question à sa gardienne. « Qui êtes-vous » La marine, une femme au visage balafré et au regard froid, répondit simplement « Nous sommes ce que les gens deviennent lorsqu'on s'en prend à nos amis. » La guerre se propagea rapidement. Des flottilles humaines attaquèrent les lignes de ravitaillement, les postes de commandement et les installations militaires de Crimée avec une précision chirurgicale. Elles savaient exactement où frapper, comme si elles avaient préparé cette campagne depuis des décennies, car c'était le cas. La Crimée tenta de s'adapter. Elle envoya ses meilleures flottes attaquer les positions humaines, mais ces dernières combattirent d'une manière inédite pour les Kryn. Lorsque les vaisseaux humains étaient endommagés, ils ne battaient non pas en retraite. Ils continuaient le combat jusqu'à l'épuisement. Et lorsqu'ils ne pouvaient plus se battre, ils éperonnaient. Un commandant de cuirassés Kryn assista avec horreur à la scène. Un croiseur humain, criblé de 12 blessures, fonçait droit sur son vaisseau. Ses défenses ponctuelles détruisirent la passerelle du croiseur, puis ses moteurs. Le vaisseau se brisa, mais la majeure partie s'écrasa contre le flanc du cuirassé, fissurant la coque à 3 endroits. Le cuirassé fut touché, provoquant 3 fissures dans sa coque. Les Kryn commencèrent à craindre que les vaisseaux humains soient plus endommagés que les vaisseaux en pleine puissance, car les vaisseaux humains endommagés étaient imprévisibles et prêts à sacrifier leur vie pour le moindre avantage tactique. Mais il n'y avait pas que les vaisseaux. Les Kryniens utilisèrent des armes qui violaient les conventions de la guerre galactique. Les bombardements cinétiques réduisirent les débris militaires Kryniens en cratères. Les armes biologiques visaient spécifiquement la physiologie des Kryniens, plongeant des garnisons entières dans l'inconscience en quelques secondes. Un essaim de nanites a neutralisé la technologie CR, tandis que le reste est resté intact. Face aux protestations des observateurs du Conseil, la réponse de l'ambassadeur Chen a été diffusée à travers la galaxie. « Nous n'avons jamais signé vos conventions. Vous avez rédigé ces règles avant notre entrée au Conseil.
Si les Kryn souhaitaient combattre sous le joug des lois galactiques, ils auraient dû en tenir compte avant de bombarder des colonies civiles. Le Conseil était sous le choc, mais aussi perplexe. Ces gens avaient paru si raisonnables et amicaux. D'où venait cette capacité de violence? La réponse était simple. Elle avait toujours été là. On l'avait simplement dissimulée avec le plus grand soin. Sur la planète natale de Kelrad, désormais loin derrière les lignes humaines, l'ambassadrice Terce œuvrait à la protection de leur monde, tandis que les forces humaines sécurisaient chaque système. Mais elle consultait aussi les rapports de guerre, et ils la troublaient profondément. « Est-ce vraiment nécessaire ?» demanda-t-elle à un général humain nommé Rodriguez. Remettre le cercle équivaut à capituler dans certains systèmes, mais vos forces restent agressives. Rodriguez, un homme de grande taille aux cheveux blancs et aux yeux marqués par la guerre, la regarda tristement. « Ambassadrice, vous souvenez-vous de ce que les Criméens ont fait à votre colonie sur Terra avant la défense du capitaine Okonkwo-Delini ?» Tressa acquiesça. La Crimée avait bombardé ces villes, attaqué des écoles et des hôpitaux, tuant plus d'1 million de personnes en une seule journée. Nous avons trouvé les rapports de vos colonies, poursuivit Rodriguez. Nous avons vu les images. Des secouristes ont tenté de sauver vos blessés, mais ils étaient si nombreux. Sa voix s'éleva. La Crimée n'a pas combattu des cibles militaires, monsieur l'ambassadeur. Ils tuent des civils pour faire passer leur message. Alors oui, nous sommes agressifs, car nous voulons qu'ils comprennent que cela ne doit plus jamais se reproduire. Un jeune officier humain s'approcha et salua. « Général, nous avons intercepté une communication radio. Ils demandent pourquoi nous continuons le combat alors qu'ils tentent de se rendre. Dites-leur qu'ils pourront se rendre quand nous aurons fini de leur faire comprendre leur point de vue, déclara Rodriguez cool. La guerre n'eut pas lieu avant que le 3e mois ne soit entré dans sa durée. 15 planètes circulaires étaient désormais assiégées. Leur armée battait en retraite sur tous les fronts. Dans toute la galaxie, les espèces se demandaient combien de temps il faudrait à l'effondrement total des Kryn. L'empereur Kryn, Zérak le Conquérant, contemplait son empire partir en fumée depuis sa planète trône. Ses conseillers militaires l'assuraient qu'ils pourraient conserver leur système d'origine. Ils la défendaient avec 2000 vaisseaux de guerre, des plateformes de défense orbitale et des armes terrestres. Après des mois de combats acharnés, il ne restait peut-être plus que 400 vaisseaux aux humains. « Qu'ils viennent !» dit Zarak. « Nous les détruirons ici et la guerre sera finie. » Mais les humains n'attaquèrent pas la flotte, ils attaquèrent la planète. Depuis la haute orbite terrestre, des vaisseaux humains larguèrent des barres de métal de la taille d'immeubles. Pas d'explosifs, juste du métal. Mais ils tombèrent de l'espace à des vitesses incroyables. Et lorsqu'ils percutèrent la surface de la planète, l'énergie cinétique fut comparable à celle d'armes nucléaires. Des séismes secouèrent la planète natale des Kryn. Des tsunamis jaillirent des océans. Les villes tremblèrent, le palais de l'empereur s'effondra. Et durant tout ce temps, la flotte humaine demeura hors de portée des armes kryniennes. Ils ne cherchaient pas à envahir. Un des amiraux Kryn comprit. Ils tentent de nous anéantir. Lorsque les vaisseaux kryniens tentèrent d'intercepter les vaisseaux humains, ils firent une découverte surprenante. Les humains utilisaient avec conviction des armes qu'ils n'avaient jamais employées auparavant. Des missiles qui apparaissaient soudainement à bord des vaisseaux kryniens, contournant complètement leurs boucliers. Des rayons d'énergie capables de transpercer les chars d'assaut comme s'ils étaient invisibles. Une technologie jamais vue dans l'univers. La bataille pour la planète natale des Kryn dura 8 heures. Au final, 78% de la flotte humaine fut détruite ou endommagée irrémédiablement. Chaque vaisseau humain portait des traces de destruction. Nombre d'entre eux étaient à peine fonctionnels, mais la flotte Kryn avait disparu. Les 2000 vaisseaux étaient détruits ou hors d'usage. Les plateformes spatiales étaient silencieuses. L'empereur annonça la reddition depuis son bunker souterrain. L'amiral Kang, commandante de la flotte humaine, assise à bord de son vaisseau amiral endommagé, écoutait les paroles de l'empereur. Son uniforme était déchiré.
Du sang séché maculait son visage, vestige d'une blessure à la tête. Autour d'elle, son équipage de passerelles ressemblait à des survivants d'une apocalypse. « Il veut se rendre », dit doucement son officier de transmission. Jeanne resta longtemps silencieuse. Elle pensa au capitaine Okonkwo, mort au combat lors d'une bataille acharnée. Elle pensa aux marines qui avaient abordé les vaisseaux Kryn et dont aucun n'était jamais revenu. Elle pensa aux enfants Kelrad qu'elle avait aidés à évacuer, les yeux écarquillés de peur. « Dis-lui que nous acceptons », finit-elle par dire. « Mais donne-lui nos conditions et assure-toi que toutes les espèces de la galaxie les entendent. » Les conditions étaient pacifiques. L'Empire Kryn serait dissous. Chaque monde militaire Kryn se verrait confier des missions de maintien de la paix par le Conseil pendant 50 ans. Les dirigeants Kryns seraient jugés pour crimes de guerre. Toute la technologie militaire serait détruite ou transférée au Conseil. Et 25% du PIB Kryn serait consacré à la reconstruction des mondes Kelrad au cours du siècle suivant. L'empereur protesta, son peuple protesta. Comment a-t-on osé exiger autant? La réponse de l'amiral Yang fut diffusée sur toutes les chaînes de la galaxie. Vous avez raison d'être en colère, car la justice vous infligerait exactement le même sort qu'au Kelrad. Bombardez vos villes, attaquez vos citoyens, tuez vos enfants. Soyez reconnaissants que nous soyons assez humains pour faire preuve de clémence. Soyez reconnaissants que nous ayons cessé de détruire votre armée, car nous aurions pu faire bien pire. Les Kryn acceptèrent les conditions. Ils n'avaient non pas le choix. Leur armée était anéantie. Leur économie était en ruine. Et tous les peuples de la galaxie avaient assisté à la guerre. La guerre était terminée depuis 2 semaines. Mais l'ambassadrice Chen la revoyait sans cesse chaque fois qu'elle fermait les yeux. Debout dans son bureau au siège du Conseil, elle consultait une tablette affichant le bilan final des victimes. 200 000 morts, 800 000 blessés si grièvement qu'ils ne s'en remettraient jamais. 40% de la flotte militaire humaine détruite. Des stations entières disparurent. Des vaisseaux ne voleraient plus jamais. Le prix d'une promesse tenue. On frappa à sa porte. « Entrez », dit-elle doucement. L'ambassadrice Tessa entra avec une petite boîte. Le Kelrad semblait plus vieux qu'il y a 3 mois. Ils sont tous morts. La guerre a vieilli tout le monde. « Je voulais vous remercier, » dit Tessa. « Mon peuple retourne sur ces mondes. Des vaisseaux humains nous aident à reconstruire. Vous nous avez sauvés. » Jen a installé la tablette à un prix exorbitant. Je sais, j'ai vu les témoignages des victimes. Teresa a posé la boîte sur le bureau de Cher. C'est pour ça que je l'ai apportée. Ça ne vaut pas grand-chose. Ça ne peut pas ramener les morts, mais c'est tout ce qu'il nous reste. Jen a ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un objet métallique, façonné à la main, à partir de métaux de Kelrad. Il était magnifique, orné de motifs complexes représentant à la fois les habitants et Kelrad. Le conseil de Kelrad vota à l'unanimité. Tessa expliqua « Tous ceux qui ont combattu durant cette guerre recevront l'étoile de Kelrad. C'est notre plus haute distinction. Elle est décernée à ceux qui ont tout sacrifié pour les autres. » Un silence s'installa. Nous avons 200 000 médailles prêtes, une pour chaque personne décédée. Et nous en fabriquerons 800 000 autres pour les blessés. Jen prit la médaille. Elle était lourde dans sa main. Ils ne l'ont pas fait pour les médailles, Tessa. Je sais. Ils l'ont fait parce que nous étions amis. Parce que les gens protègent leurs amis, quel qu'en soit le prix. La voix de Tessa se brisa. J'aurais aimé qu'il y ait une autre solution. Moi aussi. Ils restèrent immobiles un instant. Puis Shea embrassa l'appareil de communication. C'était un message urgent de la Terre. « Je dois répondre », dit Chen. Le message provenait du Conseil de la Terre, l'instance dirigeante de l'humanité. Il souhaitait lui parler immédiatement par un canal sécurisé. Chen obéit à l'hologramme et 5 visages apparurent. Les 5 dirigeants qui ont guidé l'humanité à travers ces heures les plus sombres, Sarah Okafer, de l'Union africaine, a pris la parole en premier. « Ambassadeur Chen, nous avons examiné vos rapports sur l'issue de la guerre.
Oui, monsieur le Premier ministre, nous avons accepté toutes les conditions. C'est fait. Les procès pour crimes de guerre débutent le mois prochain. Les réparations seront versées au peuple Kellada dans un délai d'1 an. Bien. Okaver semblait épuisé. Et les autres espèces du Conseil? Terrifiées, admit Jen. Toutes les espèces qui ont ignoré la faveur des Kelrad cherchent maintenant à se lier d'amitié avec nous. Elles proposent des accords commerciaux, des alliances militaires et des échanges technologiques. Elles veulent être de notre côté à tout prix comme il se doit, murmura Lou, directeur de la coopération asiatique. Mais c'est un problème, a déclaré le chancelier Martinez de la Fédération européenne. Nous sommes en guerre, contraints de protéger nos amis. Maintenant, toute la galaxie a peur de nous. Ce n'est pas ce que nous voulions, n'est-ce pas? A demandé le président Jackson des États-Unis. Pendant 50 ans, nous avons été les gentils, les nouveaux venus amicaux. Et où cela nous a-t-il menés? Quand les Kelrad ont eu besoin de nous, aïe, tout le monde nous a tourné le dos. La galaxie respecte la force, non la bonté. Nous pouvons être les deux, affirma Chen avec conviction. Nous pouvons être forts et bons. Nous pouvons protéger nos amis tout en œuvrant pour la paix. Alors, pouvons-nous le faire? Demanda Okaver. Ambassadeur, je vous envoie quelque chose. Cela devrait se trouver dans vos dossiers. Chen ouvrit le nouveau dossier. C'était un rapport des services de renseignement du Conseil. Un frisson la parcourut à la lecture de ces lignes. 3 espèces avaient immédiatement lancé un renforcement militaire après la fin de la guerre. 2 autres avaient développé des armes similaires à la technologie humaine, et 15 espèces s'étaient échangé des messages secrets pour discuter du problème humain. Ils ont peur de nous, dit Chen lentement. Et la peur pousse les gens à faire des bêtises. Exactement. Martinez a dit « Nous avons gagné la guerre, ambassadeur, mais nous avons peut-être semé les graines de la prochaine. » La réunion du Conseil s'est terminée peu après. Jen, assise seule dans son bureau, songeait à ce qu'était devenue l'humanité. Ils avaient montré les dents à la galaxie. Il leur fallait maintenant trouver un moyen de le dissimuler sans paraître faible. Sa porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était le colonel James Harrison, un marine qui avait participé au combat. Il boitait, une lame lui ayant entaillé son char. « Ambassadeur, il y a quelque chose que vous devez voir. » Il la conduisit à l'infirmerie de la station. À l'intérieur, des blessés se remettaient de leurs blessures. Mais il n'était pas seul. Les médecins de Kelrad travaillaient avec des médecins humains. Des volontaires de Kelrad aidaient à nourrir ceux qui ne pouvaient plus se servir de leurs bras. Les enfants de Kelrad dessinaient pour les marines blessés. « Ils viennent tous les jours », expliqua Harrison. « Les Kelrad veulent aider à prendre soin de notre peuple. Ils disent que c'est le moins qu'ils puissent faire. » Chen observait un enfant Kelrad, pas plus de 6 ans, dessiner soigneusement à côté de son lit un marine endormi. Sur le dessin, j'ai vu un homme et un coquillage, main dans la main sous le soleil. Ce marine a perdu ses 2 jambes, dit Harrison doucement. Il a sauvé une famille de Kelrad lors de l'évacuation de Terra. Il les a portés à travers les flammes pour les faire monter à bord d'un vaisseau. La famille lui rend visite tous les jours. Il l'appelle, et Jen sentit les larmes lui monter aux yeux. « Voilà pourquoi nous avons combattu, » murmura-t-elle. « Pas par peur, pas par soif de pouvoir, mais à cause de ça. » « Oui, madame. » Une semaine plus tard, Chen se rendit sur Terre pour une cérémonie commémorative. 200 000 noms furent ajoutés au mur des morts à Genève. Ce mur, une immense structure de pierre noire, fut érigé après la dernière guerre sur Terre, 50 ans auparavant. Il portait les noms de toutes les personnes mortes lors de conflits humains, un rappel du prix de la violence. Le mur allait de nouveau se reconstruire. Chen se tenait devant le mur tandis que des ouvriers gravaient soigneusement de nouveaux noms dans les tombes de pierre. Chaque nom représentait une personne, un fils ou une fille, un parent, un ami, quelqu'un qui avait choisi de se battre pour les autres. Une vieille femme s'approcha de Chen. Elle paraissait vulnérable, ses cheveux étaient blancs,
Ses mains tremblaient, mais son regard était clair. Ambassadrice Chen, oui, je m'appelle Sarah Okonkwo. Le capitaine Okonka était ma petite fille. Chen sentit son cœur se briser. Je suis vraiment désolé. Votre petite fille était une héroïne. Elle a tenu bon, même si je sais ce qu'elle a fait. Sarah l'interrompit doucement. Je sais qu'elle est morte dignement, mais je dois vous demander quelque chose. Quoi qu'il en soit, cela en valait-il la peine? Jen eut immédiatement envie de dire oui à cette grand-mère en deuil, que le sacrifice de sa petite fille avait un sens. Mais elle se devait d'être honnête. Je ne sais pas, admit Jen. Nous avons sauvé le Kelrad. Des millions de personnes sont encore en vie grâce à ce que votre petite fille et d'autres comme elle ont fait. Mais à quel prix? Elle désigna le mur du doigt. Une victoire vaut-elle tant de morts? Sarah resta silencieuse un instant, puis elle tendit la main vers le mur et, du bout des doigts, traça des lettres qui n'étaient pas encore gravées, mais qui le seraient bientôt. Viens. Ma petite fille me parlait toujours des Kelrad. Sarah racontait combien ils étaient gentils, comment ils avaient aidé l'humanité à ses débuts dans la galaxie. Elle disait que cela lui rappelait tout ce qu'il y avait de bon en l'humanité. La vieille femme sourit tristement. Elle ajouta que si jamais quelqu'un les menaçait, ils se battraient, car protéger les bons des méchants donne un sens à la vie. Elle y a cru jusqu'à son dernier souffle. Sarah regarda Chen. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais pour ma petite fille, oui, elle est morte en faisant ce en quoi elle croyait. Elle est morte en protégeant des gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Ça compte. Chen regarda les noms des ouvriers s'ajouter au fil de la liste. Chacun racontait une histoire. Chacun représentait un sacrifice. Nous avons fait une promesse, dit Chen d'une voix douce. Lorsque l'humanité a rejoint le Conseil, nous nous sommes promis de ne plus jamais être impuissants. Nous ne laisserions jamais personne dans le désespoir. Si possible, votre petite fille a tenu cette promesse. Et tous les autres aussi. Sarah toucha de nouveau le mur. Pensez à eux, ambassadrice. Lorsque vous prendrez des décisions au sein du Conseil, lorsque vous déciderez d'utiliser le pouvoir de l'humanité pour la paix ou la guerre, souvenez-vous de ce qu'ils ont donné. Je le ferai, je vous le promets. Sarah hocha la tête et s'éloigna, laissant Chen seul devant le mur couvert de noms. Ce soir-là, le Conseil galactique tint une réunion d'urgence. Toutes les espèces étaient présentes. La tension était palpable dans la salle. Chacun savait pourquoi il était là. Le président du Conseil prit la parole. Nous avons convoqué cette session pour discuter du récent conflit et de ses conséquences sur la stabilité galactique. La puissance militaire humaine déployée lors de cette guerre a suscité l'inquiétude de nombreux membres. Dota Tina Tahine. Chen se tenait à la place de la délégation humaine. Elle savait que cela allait arriver. La galaxie avait vu l'humanité détruire l'Empire du Cercle en 3 mois. À présent, elle voulait savoir si les humains représentaient une menace. De nombreuses espèces nous avaient demandé de limiter notre puissance militaire. Chen commença à signer des traités limitant nos armements afin de prouver au Conseil que nous ne constituions pas une menace. Des hochements de tête apparaissaient dans toute la pièce. Oui, c'est exactement ce qu'elle voulait. Notre réponse est non. Un silence stupéfait s'installa. Chen poursuivit, sa voix résonnant dans la salle. Nous ne limiterons pas notre capacité à nous défendre et à défendre nos alliés. Nous ne signerons pas de traités qui nous laissent impuissants. Nous sommes entrés en guerre parce que les roues à coin étaient menacées et que le Conseil est resté inactif. Nous ne nous mettrons pas dans une situation où nous serions contraints de dépendre de la clémence du Conseil pour notre protection. Mais vos armes, commença un ambassadeur. Avec nos armes, nous avons remporté une guerre contre l'armée la plus redoutée de la galaxie en 3 mois, l'interrompit Chen. Et nous aurions pu gagner en 3 semaines si nous avions voulu utiliser tout ce que nous avions accumulé. Nous avons fait preuve de retenue. Nous avons fait preuve de clémence. Nous nous sommes arrêtés lorsque les cris se sont tus, au lieu de les étouffer complètement.
Cela devrait vous éclairer sur les intentions humaines. Vous nous demandez de vous faire confiance, dit l'orateur. Non, répondit Chen. Je vous dis que la confiance doit être gagnée de part et d'autre. Pendant les 6 mois qui suivirent donc la fin de la guerre, l'ambassadrice Tessa parcourut la capitale reconstruite de sa planète natale. Des équipes de construction humaine avaient tenté d'aider à reconstruire tout ce qui avait été détruit en Crimée. Les bâtiments étaient presque identiques à ce qu'ils étaient devenus, à une exception près. Sur la place centrale, là où se dressait autrefois une fontaine, se trouvait désormais un monument. Il représentait un être humain et une perle côte à côte, tournés vers l'extérieur, se protégeant mutuellement. Un 200 000 noms étaient gravés à sa base, ceux de toutes les personnes mortes pendant la guerre. Les habitants de Kelrat venaient chaque jour se recueillir devant le monument. Ils y déposaient des fleurs, ils apprenaient les noms à leurs enfants, ils veillaient à ce que jamais personne n'oublie ce que l'humanité avait fait pour eux. Tessa se tenait devant le monument, les larmes aux yeux. Une jeune femme, en simple tailleur civil, s'approcha d'elle, mais Tessa la reconnut. C'était le lieutenant Jessica Chen, qui avait combattu lors des affrontements. Elle boitait légèrement. « C'est magnifique », dit Jessica en contemplant le monument. « Ce n'est pas suffisant », répondit Tessa. « Comment remercier quelqu'un qui est mort pour vous ?» Jessica marqua une pause. « Vivez bien, construisez une société meilleure, aidez les autres quand vous le pouvez. C'est ce qu'ils auraient voulu. Le voulez-vous aussi? Je ne sais plus ce que je veux. » Jessica appuya sur le bouton du monument. « J'ai rejoint le groupe parce que je voulais explorer la galaxie. Puis la guerre a éclaté et j'ai vu des choses que je n'oublierai jamais. » « Des choses que je n'oublierai jamais? Le regrettes-tu » Jessica repensait à ce qui s'était passé ensuite. Elle se souvenait des combats dans les couloirs de Crinsips. Elle se souvenait de la peur et du sang. Elle se souvenait de ses amis qui n'étaient jamais revenus. Mais elle se souvenait aussi des enfants Kelrad qu'elle avait aidés à évacuer, des familles qu'elle avait protégées, des gens qui étaient en vie grâce à son combat. « Non, dit-elle finalement, je ne le regrette pas, mais j'espère que nous n'aurons plus jamais à le faire. » Moi non plus. Ils restèrent là ensemble dans un silence apaisant, humain et Kelrad, dans une ville détruite puis reconstruite, symbole de ce que leur espèce pouvait accomplir ensemble. Partout dans l'univers, les vaisseaux humains regagnaient leur station d'avant-guerre. Les immenses flottes furent réduites, les cuirassés regagnèrent leur base. Les soldats renforcés pour la guerre se réinsérèrent peu à peu dans la vie civile, même si beaucoup eurent du mal à accepter leur nouvelle identité. Sur Terre, dans un petit appartement de Tokyo, l'ancien sergent David Park consultait un thérapeute. Il avait l'air normal, mais son corps avait changé pendant la guerre. Il était plus fort, plus rapide et plus résistant qu'un humain normal. Ces transformations l'avaient aidé à survivre, mais maintenant, en temps de paix, il se sentait comme un monstre. « J'ai cassé une poignée de porte hier, » dit-il doucement. « Je l'ai juste attrapée pour ouvrir ma porte d'appartement et elle a cassé. Je n'ai même pas essayé de le briser. J'ai juste oublié de faire attention. Vous vous adaptez, » dit le thérapeute. Il faut du temps pour apprendre à contrôler sa force. Ce n'est pas seulement une question de puissance, c'est une question de tout. Je ne dors plus comme avant. J'entends les conversations à travers les murs. Mon rythme cardiaque est plus lent. Je ne suis plus humain, je suis autre chose. Vous êtes toujours humain, David. Vous avez seulement progressé. Les Krins n'étaient pas de cet avis. Ils nous traitaient de monstres. Ils disaient qu'aucune espèce ne devrait s'adapter ainsi. Et peut-être avaient-ils raison. Le thérapeute se pencha en avant. « David, te souviens-tu pourquoi tu t'es porté volontaire pour l'amélioration ?» Il s'en souvenait. Une salle de briefing, 50 ans après l'entrée de l'humanité au Conseil. Un officier qui lui avait expliqué que la galaxie était dangereuse et que l'humanité avait besoin de soldats pour protéger les espèces les plus puissantes au combat. Uniquement des volontaires, sans pression. David s'était engagé parce qu'il croyait en la protection des individus, parce qu'il croyait que l'humanité devait pouvoir se défendre,
parce que quelqu'un devait bien devenir une arme pour que les autres puissent rester en sécurité. « Je me souviens, disait-il, je me demande juste si ça en valait la peine. Demandez aux Keldrad, je pense qu'ils vous diront oui. » Des conversations similaires avaient lieu partout dans le monde. Des soldats qui avaient connu la guerre et cherchaient la paix. Des pilotes qui avaient perdu des amis et tentaient d'aller de l'avant. Des familles pleuraient ceux qui ne sont jamais revenus. L'humanité guérissait, mais lentement. De telles cicatrices prennent du temps. Au sein du Conseil galactique, la situation avait radicalement changé. La délégation humaine bénéficiait désormais d'un statut totalement différent. Lorsque l'ambassadeur Chen entra dans la salle, l'attention portée à la question changea du tout au tout. L'humanité n'était plus ignorée. Un nouveau traité fut proposé, l'Alliance de défense mutuelle. Il stipulait simplement que toute attaque contre une espèce membre serait considérée comme une attaque contre tous les membres. Les espèces pouvaient adhérer volontairement, mais une fois membres, elles étaient tenues de se défendre mutuellement. 30 espèces signèrent le premier jour. Elles aspiraient à la protection de l'humanité. Elles voulaient faire partie de cette communauté pour laquelle les humains se battraient. Cependant, certaines espèces résistèrent. L'Empire Théam, fière puissance militaire, refusa de signer. Leur ambassadeur se présenta devant le Conseil et déclara « Les Théam n'ont besoin d'aucune protection humaine. Nous sommes assez forts pour nous défendre. » Chen acquiesça d'un signe de tête. « C'est votre choix. Nous n'obligeons personne à nous rejoindre. Mais comprenez bien ceci. Si vous êtes attaqués et que vous n'êtes pas membre de l'Alliance, nous ne viendrons pas à votre secours. » Bon, nous avons appris notre inutilité. Nous ne pouvons pas protéger tout le monde, alors nous protégeons ceux qui choisissent de nous soutenir. L'ambassadeur de Turim, réagit l'ambassadeur avec agacement. 2 semaines plus tard, l'Empire de Taram signa le traité. Comme toutes les autres superpuissances de la galaxie, personne ne voulait être exclu de la protection de l'humanité. Le Conseil a également adopté une nouvelle loi, l'article 1, section 1. Aucune espèce membre ne peut entreprendre d'actions hostiles contre l'Union de Kelrad, ni contre aucune protection subhumaine. Toute violation sera considérée comme un acte de guerre contre l'humanité. C'était la première fois en 10 000 ans d'histoire du Conseil qu'une espèce spécifique était mentionnée dans les lois fondamentales. Les Kelrad étaient désormais intouchables. Quiconque les menaçait s'exposait à la répression humaine. Sur la planète prison de Kryn, l'Ancien, Empereur Zarak croupit dans une cellule attendant son procès pour crime de guerre. Il avait été le conquérant, le souverain de 200 mondes. À présent, il était prisonnier et son royaume réduit en poussière. Un garde humain lui apporta son repas. Zarak regarda l'homme et posa la question qui le taraudait depuis des mois. « Pourquoi ne nous avez-vous pas tous tués? Vous en aviez le pouvoir. Vous avez anéanti notre armée. Vous auriez pu bombarder nos mondes jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pourquoi vous êtes-vous arrêtés ?» Le garde déposa le plateau. Il était âgé et portait des cicatrices qui laissaient deviner qu'il avait combattu pendant la guerre. « Parce que nous ne sommes pas comme vous, » dit simplement le garde. « Nous combattons quand il le faut. Nous tuons quand il le faut. Mais nous ne commettons pas de génocide. Entre guillemets, nous ne tuons pas de civils. Nous sommes meilleurs que ça, même si nous l'aurions fait contre vous, surtout à ce moment-là. Si nous devenions comme vous, à quoi bon se battre? Nous serions simplement des monstres différents. » Zarik y réfléchit après le départ du garde. Le peuple avait vaincu les Kryn grâce à ses propres tactiques. Ils avaient été impitoyables et efficaces. Mais ils avaient aussi fait preuve de clémence là où c'était impossible. Et c'est pourquoi, compris Zarik, ils avaient gagné. Ils savaient quand combattre et quand s'arrêter. Les Kryn n'avaient jamais appris cela. Dans une petite salle de classe sur la planète natale des Kelrad, une institutrice posa une question à ses élèves. Pourquoi les Criméens avaient-ils perdu la guerre? Un jeune enfant de Kelrad leva la main. Parce que l'humanité avait de meilleures armes? Non, répondit doucement l'institutrice. Les Kryn avaient aussi de bonnes armes. Et alors? Demanda un autre enfant. Parce que le peuple était plus fort. Les Kryn étaient fins et forts aussi. Réfléchissez un peu. Pourquoi l'humanité s'est-elle battue avec tant d'acharnement?
Un troisième enfant, petit pour son âge, répondit doucement. Parce que nous étions leurs amis et que les humains étaient leurs amis protégés. L'enseignant sourit. Exactement. Les Kryn se battaient Mocha pour la conquête, pour le territoire, pour le pouvoir. Les humains se battaient pour l'amitié, pour la loyauté, pour l'amour. Et c'est ce qui a fait la différence. Ils évoquèrent des ninches des images de la guerre, non pas les batailles elles-mêmes, mais les moments entre les combats. Des médecins soignaient les blessés de Kelrad. Des soldats partageaient leurs rations avec les réfugiés de Kelrad. Des familles adoptaient des enfants orphelins de Kelrad. Ces gens nous ont appris une leçon importante. Le maître poursuivit. La force ne se mesure pas seulement aux armes ou aux navires. Le véritable pouvoir réside dans les liens que nous tissons, les relations que nous créons, les promesses que nous tenons. L'humanité aurait pu rester là, immobile et nous laisser sombrer. Au lieu de cela, elle a payé un prix terrible pour que nous soyons sauvés. Voilà le pouvoir qui compte. Les enfants écoutaient en silence. Ils grandiraient dans une galaxie où l'humanité serait à la fois respectée et crainte. Mais ils grandiraient aussi avec une science pour laquelle des gens auraient donné leur vie. Ce savoir déterminerait leur existence entière. 20 ans plus tard, l'ambassadrice Chen se tenait dans son bureau pour la dernière fois. Elle prenait sa retraite après 70 ans de service à la Terre. Elle avait vu l'humanité évoluer, passant d'une espèce nouvellement arrivée et fragile à l'une des plus puissantes de la galaxie. Son remplaçant, un jeune homme nommé David Park, entra dans le bureau. Il avait été marine pendant la guerre. À présent, il était diplomate. « Ambassadeur Chen », dit-il formellement, « je suis ici pour votre dernier briefing. » Ils sourirent. « Vous n'avez pas besoin de briefing, David. Vous connaissez le métier. Vous avez vu le pire de ce que la galaxie peut offrir. C'est ce qui m'inquiète. Je me souviens de la guerre. Je me souviens de ce dont nous sommes capables. Et si je faisais le mauvais choix? Et si je nous entraînais dans un nouveau conflit? » Jen s'approcha de sa fenêtre et contempla les étoiles. « Laissez-moi vous dire ce que j'ai appris en 70 ans. La galaxie respecte la force, mais elle se souvient de la bonté. Elle craint nos armes, mais elle a confiance en notre parole. Nous